quand sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Au cœur du mondial. Au cœur du mondial, c'est 56 minutes de débat d'analyse autour de la Coupe du Monde 2026 au Mexique, États-Unis et Canada. Au cœur du mondial, Martial Seromi et ses consultants décortiquent à chaque minute du sport roi. Au cœur du mondial, avec Martial Seromi sur Radio Afrique Santé. La santé, c'est le sport qui parle de sport, parle naturellement du football. Et oui, vous vous demandez, chers auditeurs et auditrices, si Radio Afrique Santé va vous faire vivre les grands moments de la Coupe du Monde 2026 au Canada, États-Unis et Mexique. Ça y est, le moment tant espéré est venu. À Radio Afrique Santé, on fait les choses de manière exceptionnelle et de façon élégante. Pour cela, on a décidé de vous faire vivre le mondial à travers analyse et débat. Et ça se passe au cœur du mondial. Trois grandes lignes vont être abordées durant cette émission. Le naufrage collectif des équipes africaines en 16e de finale, à l'exception du Maroc et de l'Égypte. Le bilan des 8e de finale et enfin, une projection sur les quarts de finale. Ils sont eux aussi au cœur du mondial. C'est bien sûr Jules, c'est Siwere Top du nom. Jules, bonjour et bienvenue dans Au cœur du mondial. Bonjour Martial, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il a été au cœur de la victoire de l'Argentine par ses analyses. Lui, c'est Frédéric Ahomondi. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous Martial, bonjour à vous chers sportifs. À côté de Frédéric, je rappelle qu'on aura bien sûr Hector Renolo qui est quelque part dans le bouchon, qui est en train de venir vers Radio Afrique Santé. On va attendre l'arrivée donc du monsieur incollable sur l'actualité du Real Madrid. Avant, on continue, on prend la direction de ce premier numéro du cœur, au cœur du mondial. C'est moi, Martial Seromi à la direction, à la réalisation et à la conduite technique de cette émission. Ario Azilino, au cœur du mondial, c'est parti. À nouveau, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Afrique Santé, plus précisément sur l'émission spéciale Coupe du Monde au cœur du mondial. Le naufrage collectif des équipes africaines en 16e de finale, à l'exception du Maroc et de l'Égypte. Jules, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation qui est devenue le déterminant commun des équipes africaines durant ce mondial où comment on a eu la possibilité d'avoir 10 représentants? Pour une première fois, oui, l'Afrique qui, vous savez qu'on se plaignait de ce que le continent n'avait pas beaucoup de représentants, si ce n'était que 5 auparavant. Avec le nouveau format de la compétition, la FIFA a permis à ce que l'Afrique puisse avoir 9 qualifiés directement après un qui passe par les barrages intercontinentaux pour pouvoir se qualifier. On avait ces 10 représentants, on se disait, tiens, on a plus de possibilités de pouvoir des équipes africaines aller un peu plus loin dans la compétition, surtout quand on sait que le Maroc, lors de la dernière édition en 2022 au Qatar, a permis de rêver, puisque les Marocains sont allés jusqu'en demi-finale. Donc on s'est dit, pour une première, avec plus de représentants, ça devrait normalement pouvoir améliorer les choses. Sauf que la surprise, elle est là.
On a des équipes qui ont déçu, notamment le Ghana par exemple, qui a été pour moi une grosse déception dans le jeu, dans l'animation, dans le comportement sur le terrain. J'ai jamais vu une équipe du Ghana aussi insipide que celle que j'ai vue lors de ce mondial. Après, on a eu le Sénégal qui aurait pu faire mieux face à la Belgique. On avait une équipe sénégalaise qui a compris qu'elle a le potentiel pour aller loin dans le tournoi, qui a très bien entamé son match face à la Belgique. Et derrière, patatras, il a fallu juste les 15 dernières minutes, pour ne pas dire les 5 dernières minutes. En tout cas, juste un problème de concentration et de but remonté face à la Belgique qui a fini par s'imposer. Et le problème, ça s'est répété sur plusieurs matchs comme ça pour les sélections africaines. On a vu même par exemple la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, où on menait 1-0. Après, on se fait rejoindre et finalement dépassé par les Allemands. Et globalement, j'avais bien envie de parler de problèmes de manque d'expérience. Mais quand on se rend compte que la même situation est arrivée à des équipes comme le Sénégal, qui était déjà présent en 2022, il y a la même situation avec d'autres sélections comme ça. Le Ghana qui était déjà à la CAN de la compétition de la Coupe du Monde dernière. Donc je pense que quelque part, on est à notre niveau. Parce que on a des équipes qui n'ont pas forcément, peut-être, on joue la CAN, ce sont des équipes qui dominent le continent. À un moment donné, on a l'impression que c'est peut-être parce que le nivellement au niveau de chaque sélection, on n'a pas encore réussi à équilibrer les niveaux. Et quand on se retrouve en Coupe du Monde, il y a ce complexe d'infériorité qui, à un moment donné, supplante nos sélections et qui commence par céder à la pression. Et c'est bien dommage. C'est une déception personnelle, en tout cas pour moi, pour ce que j'ai vu pour certaines sélections, à l'exception du Maroc, qui pour le moment est la seule sélection africaine qui, sur le terrain, dans l'attitude, dans le comportement et dans les prestations, arrive à convaincre. Alors, Frédéric, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de complexe d'infériorité si on sait que le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, à l'exception du Cap-Vert, ne sont pas à leur première participation à une Coupe du Monde. Le Ghana est peut-être à 4 participations, si je ne me trompe pas, comme la Côte d'Ivoire qui est à 3, la RDC qui est à sa deuxième participation après 50 ans. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de problèmes d'infériorité au niveau de ces équipes africaines? Je pense que ces différentes équipes se croient toujours inférieures aux autres équipes parce que quand on voit le potentiel et les individualités de chacune de ces équipes, on peut dire ouais, nous avons quand même des représentants dignes de nom, des ambassadeurs dignes du nom. Malheureusement, sur le terrain, à travers leurs attitudes, le comportement, on a l'impression que ces équipes se croient toujours inférieures parce que quand vous prenez l'équipe du Sénégal, cette équipe n'avait rien à envier à l'équipe de la Belgique parce que sur le terrain, si on doit mesurer les individualités, je pense que cette équipe a de quoi vendre. Et la Belgique ne m'a même pas convaincu. Avant même leur rencontre, je me dis, ce sera très facile pour le Sénégal parce que quand vous avez Ismaïla Sarr, quand vous avez le Chris Inao, le petit qui a 17 ans. Ivoirienne. Chris Inao, oui, je parlais même du Sénégal. Oui. Et quand vous avez les Ibrahim Baye, oui, effectivement, quand vous avez Gana Gueye qui quand même a joué la Ligue des Champions, fait partie quand même des meilleurs défenseurs et des meilleurs milieux défensifs. Je pense que face à la Belgique, ils ont failli et c'est un problème de mental. Ils se sont dit, on ne peut pas y arriver alors que vous menez 2-0 face à la Belgique et on a juste besoin de 5 minutes ou pour ne pas dire 10 minutes maximum de concentration pour remporter cette rencontre. Mais malheureusement, ils ont failli. Il ne faut pas me dire que c'est parce que le coach a fait des remplacements. Non, malgré les remplacements, c'est quand même des joueurs qu'on a connus, des Camara qui a commis la faute du penalty. C'est quand même l'un des meilleurs à son poste et qui nous a émerveillé lors de la précédente CAN. Et là, hormis cette équipe sénégalaise, il y a également l'équipe ivoirienne, même si en face c'est la Norvège. On a quand même également des individualités qui font rêver. Et le but de Haaland qui les a éliminés complètement, vous voyez que
et le gardien et les défenseurs ne se sont pas parlé parce que vous pouvez quand même contrer cette balle-là. Le gardien suivait également les défenseurs, alors que normalement, quand les défenseurs suivaient le porteur du ballon, du moins, le gardien devait quand même essayer de voir à côté, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un danger à côté. Ouais. Il n'a pas fait ça et ça fait qu'il y a un manque de concentration au niveau des équipes africaines. Il y a également cette équipe de l'Afrique du Sud. C'est vrai, ils ont essayé. Je ne vais pas dire que pour eux, c'est criard parce que c'était le Brésil en face et ils ont essayé quand même de contenir. Ils ont joué, mais ils n'ont pas été décisifs. Eux, le problème, c'était pas le mental, mais le problème, c'est le manque de réalisme devant le but. Et c'est un peu ça. L'équipe qui quand même m'a séduite malgré son élimination, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert face à l'Argentine, on a quand même vu une belle équipe qui n'a pas désisté, qui n'a pas subi du début jusqu'à la fin. Ils ont montré du caractère et c'est ce qui a manqué aux équipes favorites africaines, c'est-à-dire Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte. C'est ce qui leur a manqué. Si ces équipes-là avaient la mentalité des joueurs du Cap-Vert, je pense qu'on aurait pu avoir au moins 4 ou bien au minimum 3 quarts de finalistes parce que c'est ce qui nous a vraiment manqué. Et hier, tout le monde a vu cette équipe égyptienne, même si on va dire qu'il y a les problèmes d'arbitrage et oui, on va revenir sur le match de l'Égypte et parlant du Cap-Vert qui est l'outsider du continent et qui a sa première participation à la Coupe du Monde. Finalement, l'outsider s'est révélé être le maître, contrairement au Sénégal, à l'Égypte ou encore à la RDC, on va dire ça comme ça. Et maintenant, qui est-ce qui partage ce même avis que vous quand on parle des problèmes rencontrés par l'Afrique sur le terrain, notamment liés au mental? Comment peut-on expliquer la gestion des matchs lors des dernières minutes par les représentants africains? On va écouter David Assimadi, journaliste sportif, qui dissèque les causes. Quand on regarde des équipes comme la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal, ce sont des équipes qui se classent aussi dans une autre catégorie. Elles ont manqué énormément ces sélections de concentration, surtout, mais également d'aptitude physique à résister jusque tard dans les matchs. Mais le point d'orgue reste la question de la concentration parce que on a pu remarquer quand même des détails très importants. La 86e minute, c'est le Money Time. Et c'est dans le Money Time que le Sénégal, qui menait face à la Belgique 2-0, la RDC qui résistait jusque-là, et la Côte d'Ivoire ont craqué dans le match, fait qui leur a été totalement fatal dans notamment leur élimination. L'Égypte également, à quelques exceptions près, a failli dans les derniers instants face à l'Argentine qui était menée 0-2. L'Égypte tenait le bout de la corde jusque dans les presque dernières minutes de la rencontre avant de craquer. Cela veut dire qu'il y a une question mentale qu'il faut travailler, la question de la concentration qu'il faut travailler pour le compte des équipes africaines et malheureusement ce dénominateur leur a été commun. C'est aussi le cas du Maroc qui n'a pas aussi été très très serein, sauf que le niveau de concentration et de mentalité du Maroc est au-dessus notamment des autres sélections du continent. Maintenant, un grand défi pour le Maroc. La France, ce jeudi. Alors, le Maroc qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant l'un des pays organisateurs, c'est bien sûr le Canada, 3-0. Alors, Jules, parlant du niveau du Maroc, vous pensez vraiment que le Maroc a failli a failli tomber dans le même piège que les autres pays africains? Rapidement, si vous permettez, je vais revenir sur un petit point. Parlant des problèmes auxquels on a été confronté avec les différentes sélections africaines dans cette Coupe du Monde. Oui, on parle de problèmes de concentration, on parle de complexe d'infériorité, mais n'oublions pas quand même qu'il y a aussi un facteur important. Quand vous prenez ces différentes équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde, laquelle ou bien combien d'équipes vous pouvez citer aujourd'hui qui disposent d'avant-centre de la trempe d'un certain Didier Drogba, de Samuel Eto'o, des attaquants qui peuvent faire changer un match de rien du tout. On n'en a pas, on n'en a pratiquement pas parce que
vous allez constater que la plupart des équipes ont un réel souci de réalisme devant les buts. Et quand vous êtes dans un match où vous savez très bien que l'enjeu, il est de taille et que le moindre détail compte, à un moment donné, il faut savoir être clinique devant les buts, mettre autant d'occasions possibles, réussir à les transformer quand il le faut, et que vous ne le faites pas, vous laissez votre adversaire en vie dans le match, et quand l'adversaire a l'opportunité de le faire, c'est que ça vous fait très très mal, et c'est là l'autre faiblesse des sélections africaines. Vous avez le Maroc aujourd'hui, oui, le Maroc face au Canada, on a vu une équipe marocaine qui a été malheureusement un peu prise à son propre jeu dès l'entame. Le Maroc, c'est une équipe qui mettait d'intensité, qui garde le ballon, qui contrôle le jeu jusque-là. Mais n'oublions pas que déjà face à Haïti, on avait eu un prémisse de ce à quoi on a assisté face au Canada. Une équipe qui a été un peu mise en difficulté avant de réagir pour pouvoir s'en tirer. Donc, face au Canada, qui est logiquement un des pays hôtes de la compétition, il fallait s'attendre à ce que, déjà quand vous avez les États-Unis qui sont toujours en course dans la compétition, vous avez le Mexique qui était encore en course dans la compétition, vous avez le Canada qui était le premier des trois à d'abord aborder son huitième de finale. Il fallait pas être le premier à être éliminé de la compétition. Donc, ils ont mis déjà dès l'entame l'engagement, la détermination et l'ambition, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour essayer d'arracher cette qualification face aux Marocains. Sauf que les Marocains ont su être défensivement solides. Ils ont mis l'expérience de 2022 à contribution. Je parle d'expérience parce que oui, vous avez dit, on a des sélections qui ont déjà connu plusieurs participations à la Coupe du Monde. Mais quand vous prenez toutes les équipes qui sont actuellement présentes à cette Coupe du Monde, les équipes africaines, combien ont participé au moins à 2 des 3 dernières éditions? C'est ça aussi le souci. Le Cap Vert, c'était une première. La Côte d'Ivoire était absente depuis, je crois, 2014. Vous avez le Sénégal qui était présent en 2018 et 22 du moins, ce qui n'a pas été loin, au-delà des cas huitièmes de finale éliminés par l'Angleterre. Vous prenez d'autres sélections comme l'Égypte. En fait, il y a de ces sélections qui n'ont, en matière de régularité, il n'y a pas. Le Maroc, l'expérience de 2022 a compté beaucoup pour les Marocains, qui déjà après le Mondial 2022, on a vu la belle série que les Marocains ont enchaînée jusqu'à cette Coupe du Monde. Donc, à un moment donné, ils ont compris, puisque l'adversaire vient avoir forcément le ballon et développer son jeu, laissons-le faire. Nous, on procède par contre-attaque tout en misant sur nos qualités. Et je pense que c'est ça qui a payé sur les contre-attaques qui sont fait très mal aux Canadiens, qui malheureusement sont éliminés de la plus mauvaise des manières. 3 buts encaissés. Après, ils ont été rejoints par les États-Unis qui ont fait presque pareil, 4 buts à 1 comme défaite face à la Belgique. Mais parlons des attaquants. Vous aviez parlé tout à l'heure de Didier Drogba ou encore de Samuel Eto'o. On n'a plus ces attaquants-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas... Même aujourd'hui, le 9 référentiel qu'on a vu, c'est Serhou Guirassy. Serhou Guirassy. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas... Ouais, exactement. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le football d'aujourd'hui qui demande cela, où on ne voit plus de véritables avant-centres en vue qui permet, qui veut porter ou bien qui va porter toute une équipe quand l'équipe est en difficulté? Je vous souhaite bienvenue avec cette question, monsieur Hector, l'incollable du Real Madrid. Bonjour. Bonjour, c'est Romy, bonjour tout le monde. Déjà, votre question, elle est très pertinente. Quand on regarde ce que le football propose aujourd'hui, il faut être franc. Il faut forcément un avant-centre digne du nom. Et aujourd'hui en Afrique, à part Didier Drogba, à part Samuel Eto'o, on n'a pas d'avant-centre en tant que tel. On n'a plus. On n'a plus. Oui. Enfin, d'avant-centre en tant que tel, à part ces deux qui sont partis. On parle de Serhou Guirassy, on parle d'Osimhen, mais bon, ça vient, je vais dire, parce que ceux-là n'ont pas encore atteint ce niveau de Didier Drogba. Didier Drogba, quand il est dans un match, et voilà, à tout moment, c'est quelqu'un qui peut te faire du mal à tout moment. Il est bon de la tête, des pieds, etc. Mais quand on prend Serhou Guirassy, quand on prend l'autre, Osimhen, est-ce que ceux-là ont ce potentiel de Didier Drogba? Est-ce qu'ils ont ce potentiel de Samuel Eto'o? J'ai dit non, ça peut venir, ça va venir. Il y a d'autres qui sont en train de venir. On attendait peut-être El Kaabi du côté du Maroc. Ayoub El Kaabi. Oui, mais on ne l'a pas vu. Il n'a pas été titulaire, il n'a pas été aligné à son poste. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a le nouveau joueur du Bayern qui est tout le temps aligné. Mais Saïbari. Voilà, Saïbari. Mais on attend de voir est-ce qu'avec le temps, on aura d'autres joueurs qui pourront répondre efficacement comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o. On attend de voir avec les prochaines éditions. Ce qui nous amène à dire que nous devons beaucoup travailler chez nous en Afrique. On doit beaucoup travailler dans la sélection pour avoir des joueurs qui ont ce calibre-là.
Alors c'est vrai qu'on a plus des avant-centres à la trempe de Samuel Eto'o et autres dans les sélections africaines, même si aujourd'hui on peut prendre exemple sur la Norvège qui a quand même un avant-centre, un vrai renard de surface comme Erling Braut, même deux avec Sorloth également qui a trouvé un nouveau rôle au sein de l'attaque en étant si je pense que c'est sur le côté. Plus, un gâchis pour la Norvège. Oui, exactement, sur le côté. Mais parlons de ça, même si on parle de Drogba, on parle de Eto'o, mais c'est vrai que c'était des grands attaquants, mais ils n'ont pas quand même eu à fait des merveilles en tant que tel à la Coupe du Monde. On va laisser les anciens attaquants africains pour parler également du niveau des sélectionneurs africains. Je veux parler des sélectionneurs made in Africa, même s'ils ont reçu leur formation à l'extérieur. Parlant de Pape Thiaw, parlant de Mess Faye et Frédéric, est-ce que vous ne pensez pas que la faute n'est pas seulement aux joueurs et que le niveau de ces sélectionneurs également pose problème? C'est vrai, quand une équipe gagne, il faut féliciter le coach, et quand tel perd, on pointe du doigt également le coach, mais là, je ne pense pas que c'est forcément le problème des coachs. À part l'équipe du Sénégal ou bien l'équipe de catégorie du Sénégal, Pape Thiaw n'a plus dirigé, n'avait pas d'expérience en tant que tel. Pape Thiaw avait gagné quand même le Tchad. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Mais c'est la même personne qui avait conduit cette équipe en finale et de la CAN, ils ont remporté ça. Bon, même s'il y a le TAS qui est là et qui est en train d'analyser, je pense que le problème, c'est pas seulement le coach, mais le coach a essayé de mettre en place un schéma tactique, mais il y a également les joueurs qui doivent suivre ça. Si déjà, après la rencontre, un joueur se permet de dire qu'il ne viendra plus en sélection tant que le staff est là, ça veut dire qu'il y a un problème en antenne. Quand vous êtes un joueur, vous n'avez pas le droit quand même de faire ses sorties. Et ça remet en cause la détermination de ces joueurs-là. Quand vous êtes joueur, quand vous jouez pour l'équipe nationale, vous mouillez le maillot, peu importe vos différences, peu importe ce que vous avez avec le coach. Et c'est vrai que les coachs africains, ils ont ce problème qui... ils n'arrivent quand même pas à donner peut-être à tout moment, ou bien ils n'arrivent pas quand même à donner le meilleur. Non, c'est pas ça vraiment, le meilleur discours pour quand même mettre ces joueurs galvaniser les joueurs, leur donner la possibilité de jouer jusqu'à la fin, mais derrière, il faut également remettre en cause ces joueurs-là, parce que quand j'ai vu la rencontre entre la Belgique et le Sénégal, on ne peut pas dire que oui, le coach a fait un mauvais coaching, parce que les joueurs qu'il a remplacés, c'est des joueurs qui étaient vraiment fatigués dans le jeu. On voyait qu'ils n'arrivaient plus à récupérer les ballons comme cela se doit. Et également, nous étions à la 80e minute, et c'est normal de faire jouer également les jeunes joueurs. Donc c'est ça. Et quand on prend MS Faye, oui, là, il y a un problème. Pourquoi MS Faye ne titularise pas pourquoi Amad Diallo? Et là, c'est là le problème. Pourquoi il ne titularise pas le gars? Alors que dès son entrée, on a vu un changement. On a vu une nouvelle équipe de la Côte d'Ivoire. Là, on peut parler du coach. Mais il y a également la détermination de chaque joueur. Également, il faut évacuer les anciens qui sont toujours là. Je pense que Hector n'est pas forcément d'accord avec vous. On va écouter ce que Hector a dit par rapport au niveau de ces sélectionneurs que j'appelle Made in Africa. Moi, je pense que Pape Thiaw, pour moi, il est le premier fautif. Parce que lorsque vous alignez un premier 11 entrant et qui fait piètre figure face à la France, et le seul but que vous avez marqué, c'est celui qui vient du banc, qui a marqué le but, et vous alignez le même 11 entrant pour le deuxième match face aux Pays-Bas, face à la Norvège. Je pense qu'il y a un problème qui se pose en fait. Il y a un problème au niveau de Pape Thiaw. Ce n'est pas forcément... c'est vrai, c'est sa première sélection, c'est la première fois qu'il prend une équipe digne du nom. C'est vrai qu'à la Coupe d'Afrique, on a vu quelque chose, mais pour moi, ça reste la Coupe d'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, il faut se mesurer aux grandes équipes.
comme la France, comme la Norvège, on a vu ses limites automatiquement. Lorsque vous alignez un premier 11 entrant qui, pour moi, n'a rien donné et que, voilà, vous avez la possibilité de faire jouer certains joueurs, il faut les faire jouer. Ça ne sert à rien d'aligner tout le temps les mêmes joueurs. Pour moi, c'est que Sadio Mané, il pouvait rester sur le banc et entrer en cours du jeu. Pour moi, Jackson n'a pas sa place. Mais pourtant, on le fait jouer tout le temps. Mais j'ai pas compris. Le troisième match, il a aligné un 11 entrant qui, pour moi, vraiment a fait le job. Mais pourquoi ne pas faire jouer ces joueurs-là dès le début? C'est là où il y a un problème avec Pape Thiaw. Déjà, vous avez vu après la deuxième défaite, on a demandé au joueur, au double buteur, j'ai oublié le nom, Ismaël Sarr. Mais pourquoi Pape Thiaw n'a pas aligné les joueurs qui étaient sur le banc? Mais il a dit, ça reste le choix de l'entraîneur. Donc c'est l'entraîneur, ce n'est pas une question de joueur. Je prends notre cher ami MS Faye, mais peut-être qu'il voulait faire d'Amad Diallo le super sub de son équipe, mais je pense que c'est une erreur monumentale. Lorsque vous alignez des joueurs et que votre joueur qui entre en jeu, je veux parler d'Amad Diallo qui fait un très bon match, mais le match qui suit, mais titularise-le. Tu n'es pas obligé d'aligner les mêmes joueurs tout le temps. Mais non, on ne fait pas ça, on veut tout le temps justifier ses choix, on veut faire ci, on veut faire ça, mais après, c'est toi le problème, c'est toi le fautif. Pour moi, c'est ça. Mais comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne, mais dans le contexte du Sénégal, peut-être qu'on ne change pas l'équipe qui perd, Jules. Non, vous savez, je pense que c'est quand même aussi très facile de tirer à boulet rouge directement sur les techniciens, les sélectionneurs. C'est vrai que sur certains matchs, sur certains choix, il y a débat. On peut en parler, on peut toujours faire le débat. On a évoqué le cas Amad Diallo. N'oublions pas qu'Amad Diallo, avant la Coupe du Monde, c'était un joueur physiquement pas vraiment en forme. Ça, nous ne l'oublions pas. Il est revenu de blessure avec Manchester United. C'est vrai qu'il a remonté progressivement avec le temps de jeu. À un moment donné, on a vu, il était pratiquement plus titulaire avec le changement de système de Michael Carrick du côté de Manchester United. Donc, il a abordé la compétition avec une forme physique pas vraiment au top. Face à la France, par exemple, en match amical, on a vu, il était entré en jeu et c'est lui qui a marqué le but libérateur pour la France. Et la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, du moins. Le premier match des Ivoiriens en Coupe du Monde face à l'Équateur, il est entré en jeu, il récidive. Le match contre l'Allemagne, il est titulaire. Le problème là, vous mettez Amad Diallo, Nicolas Pepe, deux joueurs qui ont pratiquement le même profil, puisqu'ils jouent sur le même côté. Pepe, c'est le joueur d'un potentiel dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous voulez aussi peut-être, comme Amad Diallo est en confiance, vous voulez aussi lui faire confiance, vous alignez les deux joueurs. Avec un Nicolas Pepe un peu décalé vers derrière l'avant-centre, qui est Boni, dont je n'ai jamais compris le rôle dans le 11 entrant de Côte d'Ivoire. Et donc, à un moment donné, on a l'impression que Amad Diallo et Nicolas Pepe se marchaient dessus carrément. Et Boni, qui est censé être l'avant-centre, on ne le voyait presque pas dans la sphère de réparation, même si j'estime qu'il était un peu dans un rôle où il absorbait des défenseurs pour laisser libérer de l'espace à Nicolas Pepe, qui se retrouvait dans la surface et c'est dans la même position qu'on a vu marqué par exemple face à Kourachao. Et à la sortie de Amad Diallo, face à l'Allemagne, par exemple, quand il était titulaire, on ne l'a pas vraiment senti. Face à Kourachao, c'était pratiquement la même chose. Donc je pense que Amad, quand on a sorti, le jeu a changé. Donc on peut faire le débat comme on veut. Tout dépend aussi de l'attitude des joueurs sur le terrain. Tout dépend de la forme des joueurs sur le terrain. Tout dépend de l'inspiration des joueurs sur le terrain. Vous prenez le Sénégal par exemple avec Nicolas Jackson. On te fait confiance, tu es titulaire. Ce n'est pas de la faute à l'entraîneur si tu n'es pas à droite devant les buts. C'est aussi l'autre conséquence. Même face à la France, on a vu Ismaël Assar. Celui-là qui a mis un doublé face à la Norvège. Face à la France, il a eu 2 occasions nettes. Il y a d'abord Sadio Mané qui a fait un débordement sur le côté, qui fait le centre au point de pénalty et dans la sphère de réparation, juste à l'entrée de la sphère juste devant les buts, avec un Mayan qui était déjà battu. Il envoie le ballon au-dessus des buts. Pourtant, c'est le même qui a fait le doublé contre la Norvège. Comme quoi, on peut faire confiance à des joueurs. Tout dépend aussi de l'attitude des joueurs. Donc, je pense qu'on peut faire le débat avec le niveau des sélectionneurs. Le dernier match contre l'Irak, on parle de l'Irak, c'est l'Irak en face. C'est l'Irak. Réduit à 10 très tôt dans le match. Avec le Sénégal qui a à peine 5 minutes a ouvert le score. Les remplacements de Pape Thiaw ont permis à certains, les remplaçants ont marqué. Presque tous les remplaçants ont marqué. Donc je pense qu'il y a le coaching, il y a l'attitude des joueurs. On peut faire tout le débat qu'on veut.
Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs, quand ils ne rentrent pas vraiment dans votre projet ou quand ils n'arrivent pas à vraiment... le message ne passe pas vraiment à leur niveau, ça peut aussi faire débat. Donc je pense que les sélections africaines, que ce soit les sélections ou même les entraîneurs, le niveau, pour moi, ce n'est pas forcément un problème de niveau ou de coaching. C'est un problème qui va dans tous les sens. Autant chez les techniciens que chez les joueurs. C'est un problème qui va dans tous les sens, et surtout quand on parle des sélections africaines à la veille, mais pendant une grande compétition comme la Coupe du Monde, il y a toujours des problèmes à l'interne. En parlant du Sénégal, on a entendu des problèmes de primes et autres, et je pense que tout ça là ne permet pas à l'équipe de bien préparer ces différentes rencontres, et c'est ça, à ça on a assisté durant cette... Surtout avec des membres de fédération. Moi j'ai été abasourdi d'entendre certaines choses quand on parle du Sénégal. On parle du Sénégal, on avait l'habitude d'entendre ces problèmes avec le Nigeria, le Cameroun, parfois avec le Ghana. Mais quand on parle du Sénégal, on parle du champion d'Afrique en titre, même si ça reste encore le match qui se poursuit devant le TAS. Il y a un problème de prime, un problème de cuisinier. Le cuisinier de l'équipe nationale est laissé à la maison. Et des joueurs qui, en plein coup du monde, sont obligés de faire des commandes pour pouvoir manger. Des membres de fédération qui ont préféré réduire le budget qui est alloué à l'équipe pour faire voyager leurs proches et qui n'ont rien à faire au sein de ce la staff. sélection à la Coupe du Monde. Donc, je pense que on n'a pas eu ce problème avec Senghor quand il était président de la fédération. Aujourd'hui, la dynamique a changé et les problèmes s'affiche malheureusement pour le Sénégal. C'est quand même écœurant de voir tout le travail effectué par l'équipe de Augustin Senghor réduit en cendres par la nouvelle équipe installée à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Hector. Je trouve quand même que c'est dommage que ça arrive tout le temps aux pays africains. C'est rare d'entendre que voilà, l'équipe de France a tel problème. C'est rare d'entendre que les autres pays ont ce genre de soucis. Mais quand il s'agit des pays africains, on entend toujours des choses. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait qu'on grandisse, il faudrait qu'on prenne de la hauteur, il faudrait qu'on commence par se poser la bonne question. Est-ce que on n'en fait pas un peu de trop du côté des dirigeants? Après, on va dire que voilà, les joueurs, c'est toujours eux, ils sont dans de bonnes conditions, ils sont ci, ils sont ça, mais c'est eux qui en réclament. Mais quelque part, si ce n'est pas bien fait, ils vont quand même se prononcer. On a joué la Coupe d'Afrique depuis longtemps, on continue de réclamer les primes jusqu'à aujourd'hui, on continue de réclamer ci, de ça. Est-ce que est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est le gouvernement? Il y a beaucoup de est-ce que. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on se prenne au sérieux nous-mêmes. Bon, on va pas n'oublier pas le contexte économique du Sénégal, hein, avec les dettes. Papier qui réclame 50 millions comme salaire, alors que honnêtement, le Sénégal n'a pas la limite imposée, c'est au maximum 30 millions, mais lui il réclame jusqu'à 50 millions. À un moment donné, moi personnellement, j'ai dit, c'est un technicien qui se prend réellement pour ce qu'il n'est pas. Pour une première expérience avec la sélection nationale, oui, vous avez gagné la CAN, mais après, ils vous diront peut-être que les sélectionneurs étrangers prennent plus que ça, bien prennent les mêmes prix. Mais là, avant lui, il y avait Aliou Cissé. Il faut respecter le standard qui est en place. Il y a longtemps que le Sénégal a décidé de se passer des sélectionneurs étrangers et faire avec ses locaux. Donc, on a mis là-bas à un certain niveau qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que vous avez gagné une CAN avec la sélection nationale, ce n'est pas parce que vous avez créé des choses avec les équipes de catégorie d'âge que forcément il faut mettre là-bas à un niveau aussi exagéré. Peut-être que la dynamique a changé avec l'arrivée de la nouvelle équipe à la tête de la fédération et puis les salaires ont augmenté, on ne sait jamais, peut-être, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais parlant de ces équipes africaines, ils sont out déjà dès les 16e de finale. On croyait voir les équipes africaines aller très loin avec l'Égypte et le Maroc pour les quarts de finale. Mais hier, c'était carrément une désillusion totale pour les pharaons d'Égypte qui ont été à l'école de la RDC du Sénégal, Frédéric. Justement, est-ce qu'ils ont été à l'école même de la RDC? Parce que la RDC a été beaucoup plus résiliente que ça. Oui, la RDC a été beaucoup plus résiliente, mais n'avait pas tenu c'était le même scénario. Le match nul 0-0 jusqu'à la fin. Mais ils ont mené l'Angleterre. Ils ont mené l'Angleterre. Mais on a vu quand même comment ça s'est terminé. Mais c'était pas la même chose. C'était pas également les mêmes conditions. Hier, on a quand même vu une équipe égyptienne qui a vraiment titillé l'Argentine et tout le monde croyait à une victoire. Mais malheureusement, cette équipe a commencé à paniquer dès la
80e minute, parce que quand on a vu le match, on a constaté que cette équipe a commencé par reculer après avoir même marqué, alors que c'est vous qui menez. Donc normalement, c'est le problème mental qu'on avait abordé, c'est toujours ce problème-là. Mais il faut également parler de l'arbitrage qui n'était pas en leur faveur hier, parce que on a vu la faute et le but refusé à Zico. Il n'y avait même pas la faute, mais quand même le but que cette équipe d'Argentine a marqué, la BCS a marqué, il y avait une faute dans la surface égyptienne qui n'a pas été sifflée. Et après cette faute, c'est cette faute-là qui a amené le second but. Donc, il faut également parler de l'arbitrage qui n'était pas vraiment en leur faveur. Mais après ça, quand vous menez à 2-0, peu importe l'arbitrage, vous devez quand même savoir défendre. En face, il y a Messi, c'est un joueur de classe exceptionnelle, on le sait. Mais quand vous jouez avec le cœur, quand vous savez quand vous savez que vous menez 2-0, il y a quand même des comportements, des attitudes à adopter. Jouer quand même avec un bloc compact. On n'a pas parlé de... Parce que quand vous jouez bloc bas, vous encaissez. Parce que quand vous avez des joueurs comme Messi en face, les Lautaro en face, vous finirez par claquer. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais quand vous jouez bloc compact, quand tout le monde attaque et défend, quand vous respectez vos principes de base, parce que c'est avec un principe qu'ils ont pu quand même marquer 3 buts, même si un a été refusé, c'est quand même avec un principe, avec un schéma tactique. Ils n'ont pas respecté leurs principes et c'est ça qui a été fatal pour eux, tout comme les autres pays africains qui ont perdu. Hector, est-ce que vous ne pensez pas que l'Égypte hier face à l'Argentine a joué contre l'Argentine et l'arbitrage? Moi, j'ai vu une équipe égyptienne qui a fait comme le Sénégal. Vous menez, après vous encaissez, vous êtes éliminé. L'Égypte, pour moi, a très bien joué. Il a parlé tout à l'heure d'une faute qui, pour lui, n'existait pas. Pour moi, c'est une faute. Il y avait bel et bien une faute sur le deuxième but de l'Égypte qui a été refusé. Il y avait une faute au départ. Cette même faute a été refusée à l'Égypte. J'en viens. Il y avait une faute au départ. Donc, dire qu'il n'avait pas faute, moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant... Là, le troisième but argentin, où il y avait une faute sur Mohamed Salah, ça reste à discuter. Je n'ai pas compris pourquoi le taxier n'a pas sifflé. Peut-être qu'il n'a pas sifflé parce que c'était dans la surface de réparation, peut-être. Je dis peut-être. Peut-être que c'est parce que c'est dans la surface de réparation. Il y avait également une autre faute. Il y avait un premier penalty non accordé à l'Égypte. Et après, cette faute sur Salah. Donc, à un moment donné, on peut faire le débat sur ce volet, mais le but refusé, pour moi, il y avait bel et bien faute. Mais cela n'exclut pas le fait que l'Égypte est restée derrière. Il faut pas tout le temps rester derrière. Lorsque vous restez derrière et que vous voulez défendre bloc bas, vous finirez par encaisser. Parce qu'en face, il y a quand même une équipe argentine qui sait jouer. Une équipe argentine qui peut vous faire du mal à tout moment. C'est vrai, même si on enlève Lionel Messi, il y a d'autres joueurs qui sont là, qui sont des joueurs de qualité, qui sont capables de frapper fort. Donc du coup, défendre bloc bas, vous allez vous faire du mal. Il faut sortir. Pour moi, c'était ça. C'est vous qui menez. Donc, vous devez chercher à garder le ballon, à provoquer et à obtenir des fautes. Mais si vous ne faites pas ça, vous attendez que l'adversaire vienne dans votre camp, vous allez essayer de récupérer ou que l'adversaire va perdre le ballon, vous allez procéder par des contres, vous allez tout le temps perdre. Alors, en parlant de cette Coupe du Monde et de ce match, à la fin du match, le sélectionneur de l'Égypte, Oussama Hassan, lance un appel sur Instagram à l'intention de l'arbitre français François Le Tessier en disant « Le monde entier vous regarde ». Et Jules, est-ce que vous ne pensez pas, en plus de tout ce qu'on a connu comme problème hier, est-ce qu'on ne peut pas également pointer du doigt la VAR? La VAR qui est venue réduire les erreurs et garantir l'équité sur le terrain, mais on a l'impression que même avant ce mondial et durant ce mondial, la VAR, au lieu de réduire les erreurs, crée autant d'erreurs. Non, moi personnellement, pour cette Coupe du Monde, moi je n'ai aucun problème avec la vidéo. Honnêtement, moi personnellement, je n'ai aucun problème avec l'arbitrage vidéo. Mieux, ça s'est amélioré, puisque on est habitué. Mais sur certaines actions, on ne voit pas l'intervention de la VAR. Ne vous en faites pas, j'y reviens. Il y a certaines actions, par exemple, vous allez voir, il y a des buts que des équipes encaissent consécutifs à des corners qui n'ont jamais existé. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'annuler ces corners. On l'a même vu hier face à l'Égypte, avec l'Argentine qui aurait pu bénéficier d'un corner. Heureusement que la vidéo était là et a permis de corriger cela. Donc pour ces petits détails, je pense que la vidéo actuellement n'est pas le problème.
Le problème, ce sont les consignes que les arbitres reçoivent avant le match. Le problème, ce sont les équipes en face. On prend le match de Égypte-Argentine. Il y a des actions, vous inversez les rôles, c'est que la faute elle est sifflée. Ouais. On se retrouve dans un contexte où, pour le but, oui, le but refusé à l'Égypte, le deuxième but refusé dans un premier temps à l'Égypte, c'est vrai qu'il y avait un tirage de maillot. Pour un arbitre normal, dans ce contexte normal et ordinaire, ça se siffle. Non, ça se siffle. Ça se siffle. Mais le problème, c'est quoi? Quand on va inverser le rôle, si c'était l'Argentine qui avait marqué, est-ce qu'on allait annuler? C'est la question. On a vu cette même équipe d'Argentine face à l'Autriche. Il y avait, avant le deuxième but de l'Argentine, il y avait une faute de Lautaro Martinez sur un Autrichien avant le but. Oui. Ça n'a été jamais revu. Ça n'a été jamais considéré comme une faute. Pourtant, on inversait les rôles, c'est annulé. Pour le but de la victoire des Égyptiens, des Argentins hier face à l'Égypte, la faute sur Mohamed Salah. L'Égypte menait 2-0. Et ils étaient à 2-2. On suppose que l'Égypte menait encore jusqu'à cet instant. Il y avait cette faute dans la surface de réparation égyptienne, c'est penalty. Direct. À tous les coups, c'est penalty. On avait vu même le penalty. Ah ouais, c'est pour ça moi je dis, il y a des précédents qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où on peut tout dire, mais on ne peut pas s'empêcher de mettre les si et si. Parce que on a une équipe de l'Argentine qui n'est pas sifflée de la même manière que d'autres équipes et qui pire. Dans les tribunes, vous assistez à un match de l'équipe de l'Argentine avec le président de la FIFA, dont on voit la réaction à chaque but de l'Argentine. On l'a vu hier après le 3e but argentin, célébré avec les membres de la Fédération argentine de football. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Il est censé être neutre. La neutralité de la FIFA, elle est où? C'est aussi l'autre question. Donc je pense que la VAR, jusque-là, pour moi, n'a pas un problème. La vidéo n'a pas un problème, mais le problème, c'est ce qu'on dit à ces arbitres quand vous avez telle équipe en face. Cette Coupe du Monde, ça se joue aux États-Unis, avec l'Argentine qui a joué presque tous ses matchs aux États-Unis, où Messi a une certaine popularité, à Miami, où il joue à l'Inter Miami. Quel intérêt pour la FIFA de dégager l'Argentine de cette Coupe du Monde de sitôt? Quel intérêt pour la FIFA de voir l'équipe championne en titre être éliminé de sitôt? Avec Lionel Messi également. Après, moi je dis, on pourrait dire aussi la même chose du Portugal, sauf que même si on veut aider, même si on veut vous aider, essayez de faire le travail. Non, je ne sais pas vous mettre de polémique, je pour dire une chose. Même si on veut vous aider, même si vous êtes à un examen, si un examinateur veut vous aider, il faut que vous soyez capable de faire le travail tout au moins à 70-80%. 90% pour que le minimum d'aide qui viendrait ne serait pas vraiment aussi flagrant. Puisque l'Argentine se donne les moyens de gagner ces matchs. Même s'il y a de ces petits détails qui viennent un peu entacher les succès de l'Argentine se donne les moyens de gagner son match. Le Portugal en face, de son côté, on a un rassemblement de joueurs, pas une équipe. On a un rassemblement de joueurs qui à aucun moment n'ont donné sur le terrain l'envie d'en vouloir plus que l'adversaire. Et donc dans ces conditions, si on vous facilite la tâche de gagner, ça serait tellement si flagrant que on peut parler, personne n'aura à crier au scandale. Le Portugal avec une très belle brochette de joueurs très intéressants, très précieux dans leur club, mais en sélection, avec tout ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde jusqu'à leur élimination en 8e de finale face à l'Espagne, c'est une totale désillusion. Vous m'étendez bien la perte, je vous dis non, parlant de M. Trump et de M. Vincenzo Gianni Infantino. Justement, parlant de Gianni Infantino, aujourd'hui avec Gianni, tout est flagrant quand on parle de la Coupe du Monde ou bien des rapports du président de la FIFA avec les dirigeants. Gianni Infantino ne visite pas, comme le dit Claude Leroy, quand il vient dans un pays, il ne visite pas le président de la fédération du pays. Il va directement voir le président de la République. Et je pense qu'on peut donner raison à Claude Leroy avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps avec Trump et Infantino, surtout l'affaire Balogun, Hector. Oui, on parle d'ingérence, on dit en matière de football, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de politique et tout, mais aujourd'hui, on a compris avec Gianni Infantino que ce n'est pas le cas. Ce qu'on reprochait peut-être à Sepp Blatter, lui, il est venu confirmer ça et même faire pire. Parce que lui,
c'est avec lui qu'on a compris que voilà, il y avait une magouille pour faire passer le Maroc, pour que le Maroc soit champion d'Afrique. J'en viens. La décision finale revient au TAS, donc on va pas pointer du doigt directement Infantino. C'est avec lui qu'on a compris qu'un président de la République, un pays qui organise une compétition comme la Coupe du Monde, le président du pays peut l'appeler directement et dire écoute, annule ce carton rouge et il va exécuter. La question que je me suis posée, c'est pourquoi Trump a appelé Gianni Infantino pour réclamer qu'on annule ce carton? Quel argument a-t-il avancé pour l'amener à annuler le carton rouge? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il a dit, écoute, face à l'Algérie, Messi devrait prendre un rouge, on ne lui a pas donné, donc annule ce carton rouge? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Parce que ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Pour qu'il exécute automatiquement, ça n'a pas de sens. Mais Gianni a quand même cherché à se défendre. Oui. C'est comme d'habitude. Sauf que ces arguments, moi, ça ne m'a pas convaincu. Parce que là, tu es le président de la FIFA, il y a des règles, il y a des lois, mais tu enfreins aux règles, tu enfreins aux lois. Et du coup, pour moi, c'est ça. Quand un joueur prend un carton rouge, c'est justifié. Et que bon, voilà, il n'y a pas fait d'annuler ce carton rouge-là. Et puis tout a été vérifié par la vidéo. Tout a été vérifié par la vidéo. Mais là, sur un coup de fil, toi tu décides d'annuler ce carton rouge, ce qui veut dire que le jour de la finale, je dis n'importe quoi, si c'est peut-être la France qui est championne et qui a gagné, sur un coup de fil, il peut dire, écoutez, remettez ça à l'Argentine. Il peut le dire comme ça. Donc, mais Frédéric, ce qui est flagrant dans tout ça, c'est que on annule le carton rouge de Folarin Balogun et quelques minutes après, on voit Trump qui fait un tweet, qui fait un post sur son réseau social, Truth Social, pour confirmer qu'il a véritablement appelé pesé dans cette décision d'Infantino. Oui, c'est normal parce que, je le disais tout à l'heure, le football est beaucoup plus est plus grand que le rectangle vert. Ça va au-delà du rectangle vert parce que déjà vous savez que c'est le business et c'est le marketing, et quand vous savez que les États-Unis fait partie des pays organisateurs et qu'il y aura d'affluence lorsque les États-Unis jouent. Alors, vous essayez d'exécuter les décisions ou bien les suggestions du président de ce pays-là. Mais ce n'est pas permis. On ne change pas les règles au cours du match. Et c'est écœurant de voir que Infantino n'a même pas été ferme face à certaines décisions. Il a dit que ça ne revient pas de lui, que ce n'était pas lui, qu'il y a les commissions. Mais quand il y a un problème, au sein d'une institution, c'est la tête qui est visée. Est-ce que vous connaissez un criminel qui se reconnaît coupable, qui n'est pas prêt de fait accompli? Justement, mais là, il y a le business qui compte. Vous voyez, maintenant qu'ils ont éliminé les États-Unis, les revenus ont baissé. Le Portugal également, ça a baissé. Et ça confirme le fait qu'on ne veut pas que l'Argentine de Messi parte également, parce que au-delà du spectacle, le beau jeu qu'on veut voir, il y a également les poches qui doivent être remplies. Et donc, vous comprenez, quand les ambitions se rejoignent, on peut faire des délits comme on veut. Et c'est ce qu'on a constaté avec Infantino et le président Donald Trump. Jules, avant de souffler, est-ce qu'on ne va pas dire que cette Coupe du Monde est attribuée au trio de pays organisateurs, c'est-à-dire le Mexique qui est un pays de football, et maintenant, à l'exception du Canada ou les États-Unis où ce n'est pas le foot qui est la première discipline, si ce n'est pas le baseball ou le basket, est-ce qu'on peut parler d'une erreur ou Non, mais de toute façon, par le passé, les États-Unis avaient déjà eu à gagner au moins une fois la Coupe du Monde. Mais au fond, les Américains n'ont rien à foutre de votre football. Eux, ils ne connaissent pas le football. Ils connaissent le football américain. Pour eux, le football qui se joue, c'est avec la main. C'est avec la main sur le terrain. C'est pour eux. Non, ils sont pleins qui viennent au stade, pas forcément parce qu'ils aiment le football que nous connaissons et que nous aimons, mais pour apprendre, pour découvrir, pour voir des joueurs. C'est ça les Américains. Et dans cette situation, quand on parle de l'intervention de Donald Trump, dans un contexte politique où on sait que les États-Unis sont capables de tout, peuvent se permettre tout et n'importe quoi, peuvent débarquer dans votre pays comme vous voulez, ou un beau matin pour arracher votre président de la République, pour Infantino, il y avait de quoi avoir peur. Et se dit,
si je n'exécutais pas ceci, si je ne répondais pas à cette attente, est-ce qu'il n'y a pas de risque du jour au lendemain on dit que la Coupe du Monde elle est terminée alors qu'on est en pleine compétition? Heureusement que moi, c'est ce que je voulais. Les États-Unis sont déjà éliminés de la compétition. On va voir clair dans ce qui reste. Mais je pense quand même que quelque part, ça reste une tache noire dans cette Coupe du Monde et ça reste un antécédent de taille et ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez vu la France aussi qui a demandé l'annulation du carton jaune contre Michael Olysée. Il y a des esprits comme ça qui ont commencé. Il y a l'Angleterre également qui peut et la FIFA va céder facilement. Donc je pense qu'on se retrouve dans un contexte où on s'amuse avec le football. La même FIFA qui, dans le cas de la Russie, avec sa guerre avec l'Ukraine, a décidé de bannir la Russie du football, cette même FIFA n'a pas condamné les États-Unis, incompétente de prendre la même décision dans le cas des États-Unis qui interviennent militaire du côté de l'Iran. Comme quoi, il y a du 2 poids 2 mesures et ça dépend de la tête du client. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans le même contexte, la même situation, aux grandes dames de nous qui aimons le football et au bonheur de ceux qui veulent voir ce football être détruit. Et quand on décerne également le prix de FIFA, le prix de paie de FIFA à Donald Trump, tout se justifie. Alors que incohérence. Les États-Unis de Trump sont partis, le Canada également est parti et le Mexique également est parti. Donc, bye bye au trio de pays organisateurs de la Coupe du Monde. À présent, on va aborder les quarts de finale. Ario Azino, une pause. Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are ready. We are ready too. Strong, die, die, equal, darling, Ali, let's go. Die, die, equal, darling, Ali, let's go. Les huitièmes de finale ont rendu leur verdict parlant de la Coupe du Monde et après un mercredi sans match, c'est-à-dire ce mercredi, la compétition reprend jeudi soir avec les quarts de finale. Alors messieurs, on va aborder maintenant les 8 pays encore en vie dans cette Coupe du Monde, notamment la France, le Maroc, les Diables Rouges de la Belgique, l'Espagne ou encore la Norvège et l'Angleterre ou encore la Suisse et l'Argentine. Alors Gilles, on va parler du dernier ou bien de l'unique représentant africain dans ce tableau actuellement des quarts de finale, c'est bien sûr les Lions de l'Atlas du Maroc qui vont affronter la France dans un remake de la Coupe du Monde 2022. Un gros match et surtout une occasion de revanche pour les Lions de l'Atlas qui avaient été battus par ces Français en demi-finale il y a de cela 4 ans en arrière. Le problème pour moi, c'est que je vois très mal le Maroc passer, même si le souhait de tous, c'est de voir le Maroc enfin battre cette équipe française et de franchir le cap. Mais quand on voit les forces en présence, quand on voit la façon dont la France arrive à dérouler face à ses adversaires, à part bien sûr le match contre le Paraguay où ils ont connu pas mal de difficultés parce que le football en face était très loin d'être un football. C'était plus on se croirait sur un ring peut-être de kickboxing avec des Sud-Américains qui allaient avec un point d'orgue hors du terrain des propos racistes. Exactement. De la part de l'ancien gardien paraguayen Luis Chilavert et puis la députée qui ne cesse d'enchaîner les sorties et les déclarations. Je pense que le Maroc a tous les moyens de faire un bon match contre la France. Le Maroc ne manque pas de talent. Le Maroc garde même l'ossature de la dernière confrontation face à la France en Coupe du Monde. Ceux-là qui étaient du voyage qatari sont tous présents pratiquement au sein de l'effectif. Il y a de l'expérience. Sauf que c'est le genre de match que vous ne pouvez pas aborder avec l'esprit revanchard. Parce qu'avec cet esprit, vous retrouvez souvent avec beaucoup de dos au mur. Non seulement ça, vous avez la pression. Et puis, à moins de choses, facilement, vous pétez le câble. À un moment donné, quand on sait que vous avez une équipe française qui aura forcément le ballon, qui va avoir beaucoup plus d'intensité dans le match, quand vous êtes un peu harcelé, ça peut vous remonter la tête. Donc, je pense que il n'y a pas de pression à avoir pour les Marocains. C'est vrai que l'affiche est venue un peu trop tôt. J'aurais bien aimé les voir tout au moins en demi-finale. Mais voilà que c'est arrivé en quart de finale, ce qui est sûr, une des deux belles équipes de la compétition tombera.
que ce soit la France ou le Maroc. Mais je doute très fort que ce soit la France qui soit éliminée à cette étape de la compétition, même si dans cette compétition, on a tout vu, des surprises. On n'est jamais à l'abri des surprises, on n'est jamais à l'abri d'un match extraordinaire peut-être de la part des Marocains, mais quand on voit un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées comme face au Canada, face à Haïti et même face à l'Écosse, même s'ils ont gagné ces différents matchs, je pense clairement qu'il faudra sortir un match XXL, notamment défensivement, pour pouvoir contrecarrer cette équipe française, dont offensivement, la mandat offensive, pour moi, la meilleure de cette Coupe du Monde de toutes les équipes. L'autre duel très attendu également, c'est l'Espagne contre la Belgique, Frédéric. L'Espagne face à la Belgique, on a vu une très belle équipe d'Espagne parce que jusque-là, c'est l'équipe qui n'a pas brillé face au Portugal, même si elle a gagné. Le plus important, c'est les 3 points. En face également, c'était le Portugal qui... Il y avait une bataille au milieu du terrain. On a quand même vu les deux meilleurs, c'est-à-dire les deux équipes qui ont les meilleurs milieux défensifs et offensifs. Ils semblent avoir, c'est pas forcément que les meilleurs. Mais on vous dira, aujourd'hui quand les gens comparent, on fait la comparaison, on parle de Bellingham, on dit lui c'est un attaquant, c'est pas un milieu de terrain. Il n'a pas empêché les autres de faire les mêmes déplacements, de se projeter. Non, Bellingham il fait partie des meilleurs milieux, mais quand vous avez les Vitinha, vous avez Rodri, vous avez Pedri, on sait que les deux équipes il y avait une bataille au milieu du terrain et le résultat en a confirmé. C'était juste 1-0 à la fin. Et en face, il y a la Belgique. La Belgique, jusque-là, ne m'a pas encore convaincu. La Belgique n'a pas une véritable équipe qui peut vraiment faire le poids face à l'Espagne, les champions d'Europe. Jusque-là, l'Espagne résiste, n'a pas encore encaissé un seul but. Il faut le rappeler, en 5 matchs, ils n'ont même pas encore encaissé un but. Et ce n'est pas la Belgique qui va les inquiéter véritablement. Mais nous sommes en Coupe du Monde et on a vu Paraguay éliminer l'Allemagne. Et donc, il faudra être réaliste pour ne pas encaisser et se faire éliminer. Rapidement, Martial, parlons de l'Espagne. Oui, c'est une belle équipe, ils ont les talents. Mais je ne sais pas, si l'Espagne vous a convaincu jusque-là, moi, elle ne m'a pas convaincu cette équipe. C'est vrai qu'on a vu cette équipe ces différents matchs, ils n'ont pas encaissé de but, c'est bien, c'est à féliciter, mais n'oublions pas que jusque-là, l'Espagne, les deux seules véritables équipes que l'Espagne a affrontées, c'est le Portugal, c'est l'Uruguay. Et à chaque fois qu'ils ont affronté cette équipe, ils n'ont jamais été en mesure d'être aussi conquérants comme ils l'étaient par exemple face à l'Autriche. Ils n'ont jamais été en mesure d'être conquérants comme ils l'ont été face face au Cap-Vert. Ils n'ont pas été conquérants. C'est vrai qu'ils ont eu le ballon, ils ont mis la pression, mais ils n'ont jamais vraiment trouvé la faille. Même face à cette équipe de l'Arabie Saoudite, c'est vrai ils ont été aussi conquérants, ils ont littéralement dominé. Mais quand il s'agit de l'Uruguay et du Portugal, le jeu n'a jamais été le même, l'intensité n'a jamais été la même. Et moi je dis, le Portugal par exemple, si ça avait joué en équipe, je ne suis pas sûr qu'on serait ici aujourd'hui à parler de l'Espagne en quart de finale. Ça aurait été peut-être pareil pour l'Uruguay. Malheureusement, dans un match de football, il fallait un gagnant et un perdant. Et le gagnant, c'est souvent Hector, rapidement, puisque Ario Azino est très impatient ces dernières minutes, l'affiche 100% européenne, Angleterre-Norvège. Il y aura match, pour moi, il y aura match parce que vous avez vu l'équipe anglaise qui recherche une deuxième étoile depuis très longtemps. Depuis 1966. Depuis 1966. Et l'Angleterre qui était éliminée par l'Argentine dans ce mythique stade mexicain, mais qui finalement est allée s'imposer là-bas. Donc l'Angleterre a du répondant aujourd'hui avec Bellingham, avec Harry Kane, avec Gordon, etc. Il y a du répondant en face, mais attention à cette équipe norvégienne avec notamment Odegaard, avec Haaland, cette équipe qui pour moi surprend et va toujours surprendre. Donc il faut faire très attention. Pour moi, c'est du 50-50 et il faut rappeler que je vais rapidement parler de la France. Cette équipe de France est à 10 victoires en match à élimination directe en Coupe du Monde. 10 victoires, donc ce sera vraiment compliqué aussi pour le Maroc. Messieurs, rapidement, un dernier tour de table avec la dernière affiche, France et Argentine-Suisse. Est-ce que, je commence par vous juger, est-ce que l'Argentine n'a pas un boulevard devant lui? Je ne parlais pas forcément de boulevard. Moi, cette équipe suisse, personnellement, me surprend. C'est vrai que ce n'est pas une équipe séduisante sur le terrain, mais on voit une équipe quand même assez solide qui sait sortir la tête de l'eau, qui sait sortir le grand jeu quand il le faut. Et quand on voit l'Argentine avec ses problèmes défensifs,
moi je dis il y a carte à jouer pour les Suisses, surtout avec leur pépite qui a aujourd'hui pisté un peu partout en Europe, Mazambi, qui arrive à créer de difficultés aux défenses adverses. Aux Argentins de faire très attention face à cette équipe pour ne pas subir. Parce que le miracle, ça ne se répète pas 2 fois dans la même compétition. Ça peut ne pas arriver. Donc, vigilance aux Argentins. Gianni Infantino est suisse. D'origine italienne. On verra. Il a vu la Suisse avantagée dans cette compétition jusque-là. Et on verra s'il va continuer à supporter l'Argentine. Il va faire semblant. L'hypocrisie, elle est là. On l'a vu depuis. Effectivement, jusque-là, on n'a pas vu l'Argentine affronter une très grande équipe parce que déjà vous affrontez l'Algérie, après Cap-Vert, également l'Égypte. On a même l'impression que c'est la CAN qui jouait. Mais bon, en face c'est la Suisse qui est une équipe joueuse qui également n'a pas peur et a une bonne mentalité. Je pense que ce sera un 50-50. Hector, la Suisse qui retrouve les quarts de finale 72 ans après sa première participation à un quart de finale. On espère que cette équipe suisse nous fera un peu de la RDC parce que la RDC qui a fait son retour à une Coupe du Monde n'a pas vraiment montré une équipe, le visage d'une équipe qui est venue s'amuser. La RDC a très bien joué, on espère que ce sera pareil face à l'Argentine. C'est vrai que sur le papier, l'Argentine est pas favorite, mais attention à cette équipe suisse. Merci d'être resté à nos côtés ici, Jules, Frédéric et Hector. Merci également à nos auditeurs et auditrices pour cette fidélité, notamment pour ce premier numéro de Au cœur du mondial. Merci également à Ario Azilino qui était resté à la réalisation, à la conduite technique de cette émission sportive. Devant ce micro, c'est bien sûr Martial Serromi. À très vite. Enfin, l'Afrique a une radio qui parle que de santé. Pour l'écouter, téléchargez l'application Radio Afrique Santé sur Play Store ou tapez simplement sur le net radioafriquesanté.com. Vous pouvez également suivre nos émissions filmées en direct sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Et c'est clair et net.